on part sur un sacré update lecture. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Cette vidéo, un peu comme la vidéo book haul, si vous l'avez vue, aura un début assez étrange parce que vous allez voir des plans qui ont été tournés il y a déjà une petite semaine. J'ai lu Mes sœurs et moi de Simone Veil. C'est un livre qui alterne entre les correspondances de Simone Veil et de ses sœurs, leurs journaux intimes, des photos, des souvenirs, voilà. On les suit des années 30 aux années 50 à peu près. C'est extrêmement intéressant parce que on est vraiment plongé dans l'intimité de Simone Veil et ses sœurs. Et au-delà de Simone Veil, on la découvre jeune, à 11 ans, on découvre un petit peu son parcours, sa vie avant la guerre, sa vie pendant la guerre, sa vie à la déportation, sa vie après la déportation, et sa vie vraiment intime parce que c'est... On la rencontre dans cette correspondance avec ses sœurs et donc c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement authentique et donc d'extrêmement intéressant. J'ai trouvé ça superbe. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire à part dire que c'est extrêmement intéressant au niveau historique, c'est extrêmement intéressant quand on s'intéresse à Simone Veil, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue historique parce que c'est des jeunes filles qui ont été déportées et on découvre un petit peu voilà leurs pensées, leur vie et puis pas mal de photos également. Donc voilà pour ce livre. Bon, je vous ai relevé un petit peu parce qu'il est en train de manger. J'ai lu de Chi Inudo, Reine d'Égypte. C'est un manga, c'est un tome 1. J'aime beaucoup les dessins. Alors ici c'est en couleur mais les dessins sont en noir et blanc. Ça n'enlève pas qu'ils sont absolument sublimes. Les dessins sont sublimes. On est sur un manga historique qui retrace l'histoire de Hatshepsut, qui est une pharaone, qui est une des premières reines du monde, une des premières pharaons, dans une époque où une femme ne devient pas pharaon. Elle va le devenir, elle va s'affranchir un petit peu des conventions ancestrales. Et dans ce récit, dans ce début de récit, on découvre donc cette jeune femme pleine de fougue et on découvre un pan de l'histoire de l'Égypte. Je ne vais pas vous en dire plus, tout simplement parce que c'est un tome 1, que pour l'instant je suis sur ma faim et que je vais me procurer les tomes d'après avec grand plaisir. J'attends juste de pouvoir me les procurer, je ne sais même pas combien il y en a. Ce que je sais, c'est que vraiment je suis tombée dedans. Pour le coup, les mangas, souvent je commence, j'aime bien. Mais ça me donne pas forcément envie de continuer. Et là, j'ai trop envie de savoir la suite. Aussi parce que c'est un manga historique. Donc, pour moi, c'est extrêmement intéressant. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Donc, je vous en dirai des nouvelles très vite. Allez, je vais donc vous parler du reste de mes lectures de ce début d'année. Ça a fait un update lecture, en fait, voilà, du mois de janvier, en fait. Hein, parce que ça va sortir à la fin du mois, donc je pense que voilà, vous aurez la plupart de mes lectures du mois de janvier, un petit update assez complet en fait de mes lectures. Je vais vous parler en quelques mots de tous ces livres que j'ai lus ce mois-ci. Normalement, je n'oublie rien et de toute façon, je reviendrai pour continuer un petit peu mon update avec notamment ces deux livres. Donc le premier tome des McCoy ainsi que La poupée qui fait oui que je suis en train de terminer. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Une enfance française de Farida Khelfa. C'est publié chez Albin Michel. Cette couverture m'a tout de suite appelée ainsi que le titre et j'ai été complètement captivée par ce livre qui n'est autre qu'un témoignage, le témoignage donc de Farida Khelfa qui nous parle de sa vie en tant que française d'origine algérienne. J'ai enlevé le petit papier. Une enfance française, c'est donc l'histoire de Farida Khelfa. On est donc ici sur une autobiographie. Farida Khelfa qui est originaire d'Algérie mais qui est née en France. Ses parents ont donc rejoint la France, je crois, après un séisme. Et elle va nous raconter sa vie, elle va replonger dans sa vie. Elle va déjà nous parler de cette difficile vie quand on vit en fait entre deux pays, que ce soit physiquement ou psychiquement. D'être presque nulle part à sa place et en même temps d'être à sa place quelque part. C'est toute une question identitaire qu'elle vient amener ici. Et puis, elle aborde énormément de sujets, notamment la maltraitance, l'inceste,
Elle va nous parler notamment du non-amour qu'elle a vécu, de cette famille très dure dans laquelle elle a grandi, de cette cité dans laquelle elle a grandi, dans un appartement où ils étaient tous un petit peu entassés. Je crois qu'ils vivaient à 11 dans cet appartement. Et puis elle va nous raconter à quel point, quand elle a grandi, elle a voulu s'émanciper, puis elle va partir, elle va arriver à Paris. Et là, elle va grandir, elle va se questionner, elle va revenir sur son passé et elle va s'émanciper. Elle va faire preuve d'une très grande résilience. Et ce livre en est la preuve, en est peut-être le point d'orgue, le point final. C'est un récit que j'ai trouvé très fort, c'est un récit que j'ai trouvé bouleversant. J'ai trouvé que l'autrice avait été extrêmement courageuse de parler ainsi de sa vie. Elle aurait pu le faire d'une façon romanesque, faire en sorte que ce soit une fiction inspirée de faits réels. Elle en a vraiment fait quelque chose comme un purgatoire, quelque chose qui lui a permis peut-être de se révéler à elle-même, de travailler sur elle-même, mais aussi de pouvoir dénoncer clairement les choses. Et elle le fait, j'ai trouvé, avec beaucoup de justesse, beaucoup d'authenticité, beaucoup de bienveillance également. Elle essaye de comprendre sans forcément pardonner, sans pardonner d'ailleurs, mais elle essaye de comprendre, de tirer les ficelles de sa vie, de tirer les ficelles de la vie de ses parents, et elle essaye de revenir un petit peu sur ce qu'elle a pu vivre. Comme je vous le disais, un récit extrêmement fort, extrêmement difficile à lire, mais que j'ai trouvé fort, courageux et vraiment nécessaire. Un peu dans la même veine, publié chez J.C. Lattès, le roman de Nina Bouraoui, Grand Seigneur. Un livre qui m'a bouleversée également. Un livre où nous sommes aussi sur une biographie, autobiographie, parce que c'est une autobiographie parce que Nina Bouraoui parle d'elle et en même temps elle parle de son père. Donc c'est une biographie de son père. C'est un peu un mélange des deux. Nina Bouraoui va perdre son papa et face à cette douleur, elle va se tourner vers l'écriture. J'ai trouvé ça extrêmement beau parce que Nina Bouraoui aborde des sujets extrêmement difficiles avec une... extrêmement, oui, difficiles et puis des sujets très forts comme les violences faites aux femmes, le féminisme, l'immigration, etc. Et avec une écriture assez ciselée, assez tranchante, assez forte. Et ici, on sent que ce roman est un roman à côté de ce qu'elle écrit d'habitude, un roman différent, un roman qui ne puise pas sa source et son énergie du même endroit de son être. On sent que celui-ci est écrit avec le cœur, est écrit avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a de plus tendre et de plus fort. Elle nous parle d'un homme grand, de son père qui rentre en soins palliatifs en 2022 et donc qu'elle va voir petit à petit s'éteindre et elle revient dans ce roman sur sa vie, sur ce qu'il a été et sur ce qu'il lui a transmis. Elle revient donc sur ses souvenirs à lui, sur les souvenirs qu'il a pu lui raconter et qu'elle retranscrit. Et puis elle va revenir sur son enfance à elle et à quel point ce père lui a permis de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc ce livre, c'est une prise de recul, peut-être un pas de côté pour cette autrice qui a peut-être voulu aussi montrer une autre part d'elle, ce qu'il a construit en tout cas, et puis rendre un magnifique hommage à son père. J'ai trouvé ça très très beau, donc n'hésitez pas à le découvrir. Je voudrais maintenant vous parler de Le Petit Mari de Rukiata Ouedraogo. C'est publié chez Istia NC, anciennement Stalkin NC. C'est un livre qui est écrit par l'autrice d'un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est Du miel sous les galettes, que j'ai lu, qui a été publié chez Pocket en 2022. L'autrice m'a contactée pour recevoir celui-ci. Et donc, j'étais super contente parce que j'ai adoré son précédent. Ici, on est sur un roman vraiment différent. Un livre qui vient nous parler des traditions, un peu écrit à la manière d'un conte philosophique africain. J'ai trouvé extrêmement juste, extrêmement fort, et un peu comme dans son précédent roman, j'ai trouvé l'écriture très tendre, très bienveillante. Il y a quelque chose de métaphorique, quelque chose un peu fantastique qui m'a beaucoup plu. On découvre Sally qui va voir son mari mourir, qui va devenir veuve, et dans les traditions ancestrales, elle doit se remarier avec un des frères de son mari décédé pour pouvoir rester dans la famille.
Elle a 1 mois pour faire ce choix, pour décider lequel des frères elle va épouser, au risque sinon d'être bannie de sa famille. Donc elle a 1 mois pour se décider, et c'est l'histoire de l'émancipation féminine, c'est l'histoire questionnante de ces traditions ancestrales qui se perpétuent encore aujourd'hui. C'est le choix d'une femme qui ne renie pas les traditions, mais qui souhaite faire un autre choix pour elle. Et Sally, pendant ce mois où elle doit faire un choix et où elle doit donner une réponse à la fin, et donc elle est dans ses questionnements, elle va questionner justement la place des femmes et tout ce qui entoure cette place des femmes, donc dans leur couple, dans leur sexualité, également leurs règles, la douloureuse question de l'excision. Voilà, toutes ces questions auxquelles qui lui viennent et dont elle nous fait part dans ce livre, qui est, comme je vous le disais, une espèce de conte africain. Et en même temps, c'est un roman, donc d'un côté très terre-à-terre et d'un côté très onirique, très métaphorique. C'est un très court récit, il fait à peu près 150 pages. Je l'ai lu en une soirée et il m'a complètement captivée parce qu'on découvre avec beaucoup de profondeur et un certain recul, une certaine tendresse d'un côté en fait pour tout ça. On découvre donc la vie quotidienne, les traditions qui enferment parfois dans ces petits villages reculés d'Afrique. C'est un magnifique livre qui m'a fait sourire, notamment à la fin. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. J'ai du mal à en parler parce que j'ai trouvé ça tellement onirique, tellement métaphorique que j'ai presque été transportée ailleurs. J'ai beaucoup aimé et je vous le recommande très chaudement. J'aimerais maintenant vous parler de 2 livres qui sont publiés dans la collection Proche. Ces 2 livres qui nous permettent de répondre à des questions sur l'enfance et de nous accompagner dans nos questionnements plutôt, avec notamment Dormir sans larmes de Rosa Jové. Rosa Rové, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on dit. C'est un livre que j'ai dévoré, mais je n'ai pas encore lu toutes les parties. J'ai lu notamment les parties sur les bébés. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte cette lecture, je suis psychologue clinicienne. Je me suis en partie axée pendant mes études et durant les premières années de ma profession sur la périnatalité, donc sur les liens parents-enfants, sur les premiers mois de la vie et les derniers mois de la grossesse. Enfin, en gros, de la grossesse, de la conception de la grossesse jusqu'à 1 an, 3 ans de l'enfant. C'est dans ce domaine également que j'exerce. Je parle beaucoup de cette question du sommeil, qui est une question qui revient presque systématiquement quand on a affaire à des parents de jeunes enfants. Et forcément, je ne suis pas... les coordonnées sont les plus mal chaussées. Mon fils, mon premier, a dormi à 2 ans et demi. Avant ça, il se réveillait toutes les nuits, au moins 2, voire 3 fois. Il nous rejoignait à la fin de la nuit dans notre lit. C'était un petit peu compliqué. Je vous reprends dans ce cadre. Mon papa vient de m'appeler pour m'inviter à manger ce midi. Elliot demandait de manger également. Et puis, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc, tout est arrivé un petit peu en même temps. Mais j'ai vraiment envie de finir cette update lecture parce que sinon, je vais oublier. Je vais encore pas avoir le temps. Donc, je vais le faire tout de suite. Elliot est en train de manger. Donc, ouais, je risque de regarder un petit peu par en bas et de surveiller un petit peu ce qui se passe. Je vous parlais donc de Dormir sans larmes. Je reviens un petit peu sur ce que je disais. Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Mon fils Léon a fait ses nuits à 2 ans et demi. Ça a été très compliqué de l'accompagner dans le sommeil. Ça a été très difficile pour moi au départ. Et puis jusqu'à ce que je me questionne et que je me rende compte à quel point c'était dur de dormir seul, à quel point c'était dur de rentrer dans le sommeil et d'être serein, voilà, tout simplement. Et je pense que en étant jeune maman d'un deuxième, mais en fait que ce soit le premier, le deuxième ou je pense ceux d'après, le début c'est difficile, le sommeil c'est difficile et quand on dort pas, c'est dur, voilà, c'est dur, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, tant au niveau physique que psychique, et je dirais même davantage du côté psychique. Moi, de ne pas dormir, c'est compliqué, j'ai du mal à assumer la journée. Physiquement, ça va, mais psychiquement, j'ai du mal à être là, j'oublie plein de choses.
j'ai moins de patience, enfin voilà, c'est compliqué. Et donc, au moment où c'était vraiment très difficile, je me suis dit que j'allais lire ce livre. Et en fait, il aborde exactement comme j'en avais envie et comme j'en avais besoin la question du sommeil. Alors, il parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, il m'a parlé parce que ça ne vient pas donner des solutions miracles pour le sommeil, des solutions miracles qui souvent ne sont pas du tout en accord avec ma façon de faire, ma façon de procéder. Avec Léon, c'était très difficile, mais on a peut-être fait une nuit ou deux cette méthode un peu barbare du 5-10-15. Nous, on a fait le 2-4-6, parce que 5-10-15, c'était juste pas possible. Et en fait, on ne l'a jamais refait parce que c'était trop difficile pour nous. C'est quelque chose qui ne nous parlait pas. Et donc, on a accepté très rapidement l'idée qu'il fallait l'accompagner dans le sommeil, qu'il fallait se lever la nuit, qu'il pouvait nous rejoindre la nuit, que même parfois, il s'endormait avec nous. Voilà, c'est quelque chose qu'on a assez vite accepté et en fait qui est assez vite rentré dans quelque chose de normal. Et là, on va encore plus loin parce que pour l'instant, mon conjoint me laisse le lit avec Elliot et dort sur le canapé pour nous laisser ce moment de demi-sommeil. Mon papa qui me rappelle. Et donc ce livre explique, je ne sais plus exactement ce que je disais, mais ce livre nous explique les phases du sommeil, l'importance de comprendre le sommeil des enfants et de les accompagner, pourquoi les enfants, notamment les bébés, se réveillent. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que il nous permet de comprendre, d'apprendre, de comprendre et donc de mieux vivre cette période parce qu'on sait et parce qu'on peut accompagner tout en comprenant ce qui se passe pour eux, ce qui se passe pour leur cerveau, à quel point c'est bénéfique de se réveiller pour manger, par exemple, d'être au sein parce que ça permet de ne pas être en hypoglycémie, ça permet, enfin en fait, ça permet plein de choses pour la construction du cerveau également, pour le contact avec l'autre. Et donc, ouais, c'est super intéressant et ce livre, je pense que je vais le conseiller très fortement à beaucoup de parents quand je reviendrai en consultation. Dans la même veine, chez Collection Proche, ils ont sorti Calme et attentif comme une grenouille de Erin Snell. C'est un livre un petit peu sur qui fait entrer l'enfant dans la méditation. C'est un moment, c'est un livre qui permet un moment de partage entre le parent et l'enfant. Pour l'instant, on ne l'a pas totalement essayé. J'ai commencé à le lire et j'ai surtout écouté 1 ou 2 podcasts. En fait, il y a des... Je vais vous montrer. Donc, il y a toute une explication. Faire attention, ça commence par la respiration. Truc pour la maison. S'entraîner à l'attention. Quitter la tête, sentir le corps. Et en fait, il y a des petits... je ne sais pas si vous allez voir, QR codes qui permettent de... normalement, ma caméra est là, elle est de l'autre côté. Des petits QR codes qui permettent d'avoir des moments voilà, de méditation. C'est hyper intéressant. Et je vous en redirai des nouvelles parce que Léon aime bien ces moments-là. Il aime bien se recentrer et il a besoin de clés pour se recentrer aussi. Donc, pourquoi pas tester cette méthode. Et je vais terminer par 2 livres, notamment La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. On suit dans ce livre, c'est donc écrit par Tracy Chevalier, pardon, on est aux Pays-Bas. On suit Griette qui est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. On est au XVIIe siècle, donc l'âge d'or de la peinture hollandaise. Et c'est un roman sur la corruption de l'innocence, l'histoire d'un cœur simplifié, sacrifié au bûcher du génie. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune. On est parti aux Pays-Bas au mois de janvier, donc avec le book club L'ivresse de lire en voyageant. J'attendais beaucoup de ce roman parce que j'en ai beaucoup entendu parler et malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. C'est une vraie déception, déjà d'un point de vue de l'écriture, parce que j'ai trouvé ça extrêmement fade. J'ai trouvé qu'on était loin des émotions, loin des personnages, et donc je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire à proprement parler. Je suis rentrée un petit peu dans l'histoire avec un grand H, j'ai trouvé ça très intéressant, certaines descriptions très intéressantes, mais le problème, c'est que c'est une œuvre adaptée, que c'est une fiction s'inspirant d'un tableau, et en fait, je suis un petit peu embêtée parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas.
à quel point l'autrice a créé une fiction, à quel point elle s'est inspirée de faits réels. Et puis, en fait, c'est comme si maintenant la fiction devenait la réalité, ce qui n'est pas le cas. C'est souvent d'ailleurs pour moi le problème avec ces livres-là ou ces films, c'est qu'après la fiction devient notre réalité, en tout cas comme on l'entend, alors que ce n'est pas forcément la vraie vérité. Bref, c'est une déception, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus, mais on a eu des échanges extrêmement intéressants avec les filles là-dessus, et donc voilà, je pense qu'on va continuer à en discuter, et peut-être que mon avis va prendre un petit peu d'épaisseur, et que quand j'en parlerai sur Instagram, je trouverai les mots pour en parler. Et donc, je vais terminer cette update lecture, en tout cas pour l'instant, parce que je vous parlerai sûrement de d'autres livres, en vous parlant de Les Contempler de Pauline Hillier. Et je crois que c'est un coup de cœur. Je crois que c'est un coup de cœur parce que j'ai été bluffée, parce que j'ai été bouleversée, parce que j'ai été entraînée, que j'ai appris, que j'ai compris, que j'ai trouvé ça authentique, juste. Voilà, je suis conquise par ce livre qui est une autobiographie, qui est en tout cas plutôt, c'est pas une autobiographie, c'est un témoignage, pardon. C'est un témoignage à la façon d'un roman. Un témoignage de Pauline Hillier, qui est donc une jeune Française qui a été conduite et arrêtée, enfin qui a été arrêtée et conduite à la Manouba, la prison pour femmes de Tunis. C'est une fémène qui a milité devant, je crois, le tribunal de justice en Tunisie pour la libération d'une femme. Et en fait, elle va se retrouver en cellule avec 27 autres codétenus ou 28 autres codétenus. Et elle n'a pu garder avec elle seulement qu'une chose, il s'agit de Les Contemplations de Victor Hugo. Et elle va dans ce livre, dans ce roman, nous raconter un petit peu son histoire, nous raconter l'histoire de ses codétenus. Elle va se livrer et faire se livrer les femmes. Elle va revenir sur cet épisode. Elle va nous raconter un petit peu la condition des femmes dans les prisons. Je vais pas vous en dire trop, à part vous dire que c'est un livre extrêmement bien écrit. L'écriture m'a complètement enveloppée. J'avais lu un petit peu sur cette femme et je m'attendais à un livre un petit peu trash parce que forcément c'est une fémène, donc je m'attendais à quelque chose de trash. Pas que je n'aime pas ça, hein, mais voilà, je m'attendais à ça dans l'écriture. Et en fait, j'ai trouvé tout autre chose qui m'a autant touchée, qui m'a autant bouleversée, peut-être davantage, parce que on a une femme qui témoigne avec une vraie bienveillance, une vraie position droite, juste et authentique sur ce qu'elle a vécu, sur ce que ses codétenus ont vécu. Elle va revenir sur le parcours de femmes qui sont tueuses, voleuses, mais qui sont également victimes d'erreurs judiciaires, qui sont également emprisonnées pour des faits qui n'auraient pas dû les conduire en prison. Voilà, c'est extrêmement intéressant et j'ai trouvé ça extrêmement beau et extrêmement fort. Et c'est un gros coup de cœur que je viens de terminer, donc peut-être que je vous en reparlerai parce que c'est difficile de trouver les mots. Coucou, c'est la Louise du montage. Je vous retrouve parce que je viens de terminer de monter la vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé cette update lecture. Comme quoi, tout est un petit peu décousu dans le dernier book haul et dans cette update lecture. Mais bon, passons. J'espère que vous avez passé un joli moment en ma compagnie, que vous avez découvert des lectures, des romans, des essais. Et puis on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.